Julien va présenter au décours de cette sédation ce que l'on appelle un laryngospasme. Il est immédiatement pris en charge, il va perdre connaissance, son cœur va s'arrêter de fonctionner. Julien décède le 6 mai 2009. Julien aurait pu fêter son 9e anniversaire 2 jours plus tard. Maître Gerbis, ça fait longtemps qu'il nous raconte ces histoires de procès. Elles sont toutes plus prenantes les unes que les autres. C'est toujours passionnant d'avoir un œil à l'intérieur, de comprendre la justice, son fonctionnement, d'entendre comment on défend une victime. Car Maître Gerbis est avocat et il a fait un choix. Il ne défend que des victimes. Un jour est née l'idée de ce podcast. Vous racontez l'évolution de l'arrivée du client jusqu'au verdict. Vous écoutez Hervé Gerbis raconte, aujourd'hui l'histoire de Julien. Une histoire que l'on vous racontera en 2 épisodes. Voici le premier. L'une des qualités premières pour être un avocat de victime, c'est de développer cette capacité d'empathie, de pouvoir faire de ce moment particulier d'échange que nous avons avec nos clients un temps à la fois de réflexion mais un temps utile pour la défense de leurs intérêts. C'est une nécessité mais c'est aussi parfois un danger. Lorsque cette empathie peut vous déborder, lorsque les histoires que l'on vous raconte vous bouleversent parce qu'elles vous projettent dans ce qui aurait pu être votre propre histoire. Je me souviens très bien de ce premier rendez-vous. Lorsque le 22 juin 2009, je rencontre le papa et la maman de Julien, de cette photo qui m'est présentée sur papier glacé d'un petit garçon aux cheveux ondulés. Il est habillé en footballeur, un ballon au pied. Il a 9 ans. Il joue dans un club de football que je connais très bien. Il est, dit-on, un garçon prometteur. Non seulement il travaille bien à l'école, mais il est aussi un excellent footballeur. Sur les terrains, on le voit, on le repère. Il est rapide, il est efficace, mais c'est aussi un excellent camarade. Malgré sa fougue, Julien est un petit garçon qui a quelques ennuis de santé, un asthme, quelques allergies, rien de bien préoccupant. En mars 2009, il est hospitalisé au service d'urgence pédiatrique du CHU de Grenoble pour un état fébrile qui ne cède pas malgré les traitements depuis plusieurs jours. Les examens qui vont être pratiqués vont apporter un diagnostic terrible. Julien est atteint d'une leucémie lymphoblastique. Son pronostic n'est pas engagé, mais il faut absolument débuter rapidement un traitement adapté qui va, dans un premier temps, par la chimiothérapie, anéantir ses défenses immunitaires, tuer toutes les cellules, à la fois les saines et les malsaines, pour permettre à son corps de produire à nouveau des cellules saines. Le 20 avril, 3 semaines après son hospitalisation en urgence, et alors que le traitement de chimiothérapie a produit tous ses effets, que Julien aura ses défenses immunitaires réduites à leur plus simple expression, qu'il sera même dans une chambre stérile, il va présenter des épisodes importants de douleurs abdominales aiguës, justifiant la mise en œuvre d'une antibiothérapie. Pendant plusieurs jours, et alors que les parents de Julien sont à son chevet, quotidiennement, ce petit garçon va beaucoup souffrir. Il sera placé sous traitement morphinique et on va finalement trouver l'origine de ces douleurs abdominales. Il est atteint d'une infection, plusieurs germes sont retrouvés dans la paroi abdominale de Julien. Le chirurgien est consulté et finalement il est décidé, devant l'état général dégradé de ce petit garçon, de ne pas procéder à un geste opératoire, de ne pas intervenir sur cette paroi abdominale abîmée qui commence à se nécroser. Le 27 avril, l'état général de Julien se dégrade. Il présente une défaillance cardiaque. Il doit être immédiatement placé en service de réanimation infantile, où il restera du 27 avril au 3 mai.
Lorsqu'il ressort de réanimation, c'est bien évidemment un garçon fatigué, mais qui continue à lutter, qui fait face à la maladie, entouré de ses parents, de ses grands-parents, de ses oncles et ses tantes qui lui rendent visite quotidiennement. Du 3 au 6 mai, son état s'améliore peu à peu. La leucémie est toujours présente, mais il est, disent les médecins, important, à ce moment précis de son traitement, de déterminer l'efficacité complète du traitement pour adapter, disent les médecins, la suite thérapeutique. Les médecins vont donc prendre une décision qui aura des conséquences importantes. Ils décident de réaliser ce myélogramme, c'est-à-dire de procéder à une étude quantitative, qualitative des cellules de la moelle osseuse, c'est-à-dire de savoir si cette moelle osseuse produit des cellules saines et non plus des cellules tumorales. Pour réaliser le myélogramme, il faut donc prélever, aspirer à la seringue quelques gouttes de moelle osseuse. Julien est un petit garçon qui souffre depuis plusieurs semaines, qui est sous morphine, dont l'état général est plus ou moins altéré. Il est donc décidé de procéder pour ce myélogramme à une sédation afin de faire en sorte que cet examen soit le moins douloureux possible. C'est au cours de ce geste thérapeutique, au cours de cette sédation, réalisée pour permettre le prélèvement de moelle osseuse, que les événements vont s'enchaîner. Julien va présenter, au décours de cette sédation, ce que l'on appelle un laryngospasme. Le laryngospasme, ce sont ces contractions musculaires soudaines, ces épisodes de suffocation qui ne permettent plus à Julien de respirer. Il est immédiatement pris en charge, il va perdre connaissance, son cœur va s'arrêter de fonctionner. Malgré toutes les techniques de réanimation que nous connaissons, malgré toute l'énergie que vont mettre les médecins à vouloir réanimer Julien, malgré sans doute l'énergie, l'amour de ses parents, à ce moment clé, rien n'y fera. Julien décède le 6 mai 2009. Julien aurait pu fêter son 9e anniversaire 2 jours plus tard. La lettre de sortie du CHU de Grenoble, qui est adressée au médecin traitant, explique ainsi l'enchaînement ayant conduit au décès du petit Julien. C'est la persistance d'un état septique, c'est-à-dire d'un état infectieux à point de départ digestif, combiné à une atteinte cardiaque et enfin à une détresse respiratoire secondaire à la sédation, qui ont contribué à l'évolution fatale de cet enfant. Le courrier mentionne « Les parents ont été naturellement particulièrement choqués par ce décès brutal ». Le 22 juin 2009, au cours de ce premier rendez-vous avec le papa et la maman de Julien, je n'ai pas devant moi seulement les parents d'un enfant unique, attendu, longtemps, effondré par son décès, mais j'ai des parents désormais en quête de vérité. Ils veulent comprendre. Pourquoi Julien, admis au CHU de Grenoble pour être traité d'une leucémie, est mort brutalement au décours d'un simple examen médical. Ils sont en quête de vérité parce que, tout au long de la prise en charge médicale, chaque jour passant, ils se sont posés beaucoup de questions sur les traitements mis en œuvre, sur la surveillance médicale, sur l'état général de Julien, sur la dégradation de cet état général. Plusieurs notes infirmières vont rapporter cette inquiétude, à tel point que régulièrement, il est demandé par les infirmières à faire le point entre le corps médical et les parents sur la prise en charge de Julien. Ce ne sont pas des parents suspicieux, mais ce sont des parents attentifs à la prise en charge de leur enfant. Au cours de ce rendez-vous tardif, le 22 juin 2009, le papa et la maman de Julien me remettent copie de la correspondance qu'ils ont adressée à la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, que j'appellerai CRCI ou CCI, un courrier dans lequel ils ont fait part de leurs doutes sur la prise en charge médicale de Julien, considérant que celle-ci a été défaillante et a conduit à son décès.
Ils me remettent un second courrier adressé au président de la République, Nicolas Sarkozy, en copie à son ministre de la Santé, Bernard Kouchner, ainsi qu'au maire de Grenoble, Michel Destot, dans lequel il considère que ce décès est survenu non seulement par une défaillance de prise en charge médicale, mais aussi par un défaut de moyens du centre hospitalier. Ils ont soif de vérité. Ils veulent savoir pourquoi leur fils est décédé au décours d'un examen médical alors qu'il se battait contre une leucémie sur laquelle il était en passe de prendre le dessus. Je suis très investi auprès du papa et de la maman de Julien. Je suis bien évidemment très touché par leur histoire, très touché par leur détresse. Je les accompagne à ce rendez-vous avec le maire de Grenoble et je les accompagne aussi à un autre rendez-vous demandé par le ministre de la Santé avec le directeur de l'Agence régionale de santé, l'ARS. Cette dernière réunion est très tendue. J'ai des clients qui sont en colère, qui veulent des explications, qui sont dans la détresse. Et j'ai sans doute en face de moi toute la rigueur administrative. Et je perçois toute cette dichotomie entre les attentes des uns et la capacité de répondre de l'autre. Je sais que ce n'est pas ici que nous aurons la vérité sur la prise en charge de Julien. Nous sommes rapidement convoqués à l'expertise ordonnée par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, CRCI ou CCI. Contrairement à mon habitude, j'ai décidé de prendre une initiative qui est d'écrire à l'expert désigné pour lui adresser un argumentaire de discussion médico-légale préalable à la réunion. Je souhaite ainsi tenter d'orienter les débats pour qu'aucune des questions que se posent les parents de Julien ne puisse rester sans réponse. Avec cet argumentaire d'une vingtaine de pages, j'adresse le dossier médical tel qu'il m'a été transmis par le CHU et le médecin traitant, et puis j'adresse 12 attestations. C'est peu banal en matière de responsabilité médicale, mais à la demande de mes clients et parce que je sais qu'ils attendent des réponses extrêmement précises, je décide de verser ces 12 attestations qui émanent de l'ensemble des membres de la famille qui ont rendu visite à Julien et qui ont entendu des propos, constaté l'état médical et l'évolution de l'état médical. Chacun a mis en avant des points qui lui paraissaient susceptibles de poser une difficulté dans la prise en charge médicale, qui de l'absence de bas de contention, qui de la présence d'œdème, qui de cet épisode où Julien, qui est dans une chambre stérile, doit rejoindre un autre bâtiment pour un examen et doit aller à l'extérieur parce que l'ascenseur est en panne. Chacun y va de ces petits événements qui font les longues prises en charge, que l'on considère comme étant possiblement nuisibles à l'état de santé de l'enfant. Nous décidons de tout mettre sur la table. Mon courrier va orienter principalement sur les éléments suivants. 1. La question du fameux point de départ digestif, d'un épisode infectieux dans la paroi abdominale qui entraîne la nécessité d'un traitement lourd et le choc septique. 2. Nos interrogations sur la sédation qui accompagne la réalisation de cet examen de prélèvement de moelle osseuse qui est le myélogramme. Fallait-il le faire au vu de la dégradation de l'état médical de Julien? Était-il réalisé conformément aux règles de l'art, c'est-à-dire avec des doses appropriées? L'expertise ordonnée par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux se tient donc le 2 septembre 2009 à la faculté de médecine de Reims. Elle est conduite par un expert unique, ce n'est pas un collège d'experts. Tout va reposer sur un seul médecin, spécialiste en hématologie. Le papa et la maman de Julien sont présents, accompagnés des grands-parents de Julien ainsi que de son oncle et de sa tante. Du côté du CHU de Grenoble, et je tiens à le souligner, les médecins responsables de la prise en charge de Julien ont fait face à la demande d'expertise et sont venus, ont fait le déplacement pour répondre aux questions et de mes clients et de l'expert. Je le souligne parce que combien d'expertises ai-je menées au cours de ma carrière pour lesquelles nous n'avions pas la présence des médecins qui étaient mis en cause, considérant que leur responsabilité s'effaçant devant celle du centre hospitalier public, ils n'avaient pas à être présents. Là, j'ai des médecins
qui font face à leurs responsabilités. Ils sont accompagnés d'un médecin conseil, de leur compagnie d'assurance, mais ils sont là pour répondre aux questions que nous soulevons. Si au cours de cette expertise, l'expert missionné regrette de ne pas avoir les résultats d'une autopsie qui aurait pu être réalisée, il va tout de même déterminer quel est pour lui l'enchaînement ayant conduit au décès de Julien. Il indique que c'est le traitement antitumoral, celui utilisé pour combattre la leucémie, qui a entraîné des lésions au niveau du tube digestif. Ces lésions ont elles-mêmes entraîné un premier épisode infectieux. Si ce premier épisode infectieux a été contrôlé, en revanche, les lésions digestives ont continué à évoluer, se sont aggravées, elles ont nécrosé la paroi digestive, elles l'ont perforée, ce qui a entraîné une colite, elle-même porteuse alors d'un second germe, cette fois-ci résistant, dangereux. Et c'est ce second germe, dangereux, résistant, qui a entraîné un choc septique, qui, associé à la toxicité du traitement de chimiothérapie, a entraîné la dégradation de l'état général de Julien, cette dégradation ne lui ayant pas permis de faire face à la sédation réalisée pour permettre l'examen de prélèvement de la moelle osseuse, ce fameux myélogramme. L'expert précise que ce mécanisme n'a pas été méconnu par les médecins qui ont pris en charge Julien, mais ils ont fait un choix, ils ont considéré que cette colite devait se réparer par elle-même, raison pour laquelle aucun avis chirurgical n'a été demandé pour intervenir en réparation de la paroi abdominale. L'expert va donc répondre aux questions posées, et sur l'une des questions qui est l'opportunité de ce myélogramme, cet examen de prélèvement de la moelle osseuse pour lequel on a réalisé la sédation, l'expert dit non seulement il fallait le faire pour vérifier si, comme on le pensait, Julien était en voie de pouvoir créer des cellules saines, mais l'expert dit qu'il aurait même fallu faire ce myélogramme quelques jours plus tôt. Donc l'opportunité du myélogramme pour l'expert n'est absolument pas contestable. L'expert, dans son rapport, dit ceci: la décompensation survenue au cours de ce myélogramme peut être perçue davantage comme le signe de la précarité de la situation que comme le déclenchement de l'épisode terminal. Dans cet enchaînement proposé par l'expert, je pointe pour ma part très vite que la difficulté peut venir de la présence de ces germes dans la paroi abdominale. La question qui se pose, la question juridique qui se pose, est de savoir si ces germes sont contractés dans le cadre des soins et donc sont associés aux soins. C'est ce qu'on appelle alors une infection nosocomiale qui donne lieu à une indemnisation, ou si ces germes sont des germes acquis par l'individu. Ce que dit l'expert pour amener un élément de réponse à cette question, il dit que le germe qui a été identifié est un germe commensal, c'est-à-dire qui appartient au corps de chacun de nous. C'est donc un germe dit endogène qui appartient au corps de Julien, qui n'est donc pas provoqué par les soins. Au terme de cette expertise, nous avons donc la connaissance de l'ensemble du mécanisme qui conduit au décès de Julien et des interrogations qui subsistent, c'est vrai, sur la question de la sédation, sur l'opportunité du myélogramme et sur cette supposée pour moi infection nosocomiale avec cette difficulté qui est que pour l'expert, c'est une infection endogène et donc elle n'est pas pour lui associée aux soins. Ce rapport pose des questions. Je décide d'écrire à la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des observations. Elle va en tenir compte puisqu'elle va, sur la base de ces observations écrites, demander un complément à l'expert et elle va lui demander de répondre à ces interrogations nouvelles que nous soulevons. Pendant que nous attendons ce complément d'expertise, j'ai refait le point avec le papa et la maman de Julien et je leur dis que nous avons besoin à ce stade d'avoir un éclairage médical tiers, avisé, critique vis-à-vis du rapport d'expertise. Ils vont donc solliciter la Fondation Leucémie Espoir, la FLE, qui va leur permettre d'être en lien avec un professeur de médecine, hématologue, spécialiste de ces questions. Voilà ce qu'écrit ce professeur de médecine.
Il est une évidence que la survenue de l'effet indésirable grave qui a entraîné le décès est l'acte de soin qui a précédé la réalisation du myélogramme. Le myélogramme a été précédé et réalisé sous une triple association, une association médicamenteuse comportant du nubin, de la kétamine et du méopa, qui sont 3 médicaments utilisés pour des sédations. Ce sont des médicaments assez classiques, utilisés notamment pour les enfants en matière de sédation et d'anesthésie. Ce professeur de médecine insiste. L'association médicamenteuse utilisée pour réaliser le myélogramme de Julien induit une anesthésie générale et non une sédation. Il vient donc nous dire que le terme de anesthésie-sédation utilisé par l'expert est inapproprié. Nous sommes au-delà de la sédation, nous sommes dans une véritable anesthésie. Ce professeur vient dire que l'état général de Julien, fortement dégradé en raison de cette infection à porte d'entrée digestive, que cet état général fortement dégradé est incompatible avec une anesthésie telle qu'elle a été réalisée. Surtout, voilà ce que dit ce professeur de médecine. L'utilisation de l'un de ces produits, le méopa, qui est un protoxyde d'azote utilisé donc pour l'anesthésie, dans ce contexte de fragilité de cet enfant, constitue la cause déterminante du décès de Julien. Il précise, l'utilisation de ce produit est formellement contre-indiquée en cas de fragilité et d'insuffisance cardiaque, ce qu'avait Julien au vu de son état général. C'est une bombe. C'est une bombe que lance ce professeur de médecine dans l'analyse que nous faisons de ce dossier. Nous sommes très loin de l'avis posé par l'expert désigné par la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Nous sommes à l'opposé et c'est très précis. Julien, pour lui, est décédé des conséquences directes de l'utilisation d'un produit d'anesthésie qui était contre-indiqué. Avec ce document en main, je n'ai pas beaucoup de solutions. Je ne peux pas l'adresser à l'expert désigné dont on attend le complément parce que c'est trop tard, parce que c'est la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui l'interroge et non pas moi directement, je ne peux pas le faire. Et puis je me doute qu'il ne donnera pas un avis favorable, qu'il ne suivra pas son confrère. Je décide donc, en accord avec mes clients, de solliciter une nouvelle expertise médicale. Le cadre juridique possible est de saisir le président du tribunal administratif, puisque la prise en charge a été faite en milieu hospitalier public. C'est le tribunal administratif qui est compétent, qui est saisi en procédure accélérée, ce que l'on appelle un référé. Nous appuyons cette demande sur la base de ce nouvel élément capital qui change tout à la perception du dossier de Julien. Nous avons donc en parallèle l'attente de ce complément d'expertise demandé par la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, et puis en parallèle cette procédure en référé devant le juge administratif pour demander une nouvelle expertise. Nous recevons le 23 mars 2010 le résultat du complément d'expertise. J'avais posé des questions pour ouvrir des portes. L'expert dans son complément va les refermer. J'avais axé beaucoup sur la question de cette infection nosocomiale avec ces germes qui ont été retrouvés dans la paroi abdominale et l'expert va répondre. Il confirme que les germes qui ont été retrouvés, qui ont entraîné l'atteinte du tube digestif, la colite nécrosant, le choc septique, la dégradation de l'état de Julien, que ces germes sont des germes de la flore intestinale elle-même, des germes endogènes, et qu'il est donc pour lui peu probable qu'il ait été manuporté, c'est-à-dire qu'il s'agissait de germes provenant de l'environnement, et que dès lors, il ne peut s'agir, pour lui, dit-il, d'une infection nosocomiale, en tout cas que cela ne répondrait pas à la définition médicale de l'infection nosocomiale. Nous sommes donc convoqués à la réunion de la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Je décide de joindre à mes observations écrites l'avis critique émis par ce professeur de médecine qui renverse tout. Et puis, j'accentue mes observations en reprenant ce que dit l'expert désigné par cette commission, le peu probable de l'expert. M'ouvre une porte, parce que peu probable, ça n'est pas impossible. Et puisque ça n'est pas impossible, je vais donc tenter de convaincre la commission qu'il s'agit bien
d'une probabilité importante de germes provenant de l'environnement et donc qu'il s'agissait bien d'une infection nosocomiale. L'avis de la commission est rendu le 11 mai 2010, quelques jours après la date du 10e anniversaire de Julien. La commission rend ce qu'on appelle un avis de rejet, rejette la réclamation, considérant que l'hypothèse d'une contamination extérieure à l'enfant ne peut être retenue. Les germes sont, comme l'a dit l'expert d'origine digestive provenant de la flore intestinale de Julien. La commission de dire précisément, à cet égard, si les mots ont un sens, dire l'hypothèse contraire revient en pratique à l'écarter sans appel, même si, par scrupule scientifique, une telle hypothèse d'école ne peut être éliminée et une indemnisation ne saurait être accordée sur une hypothèse aussi peu vraisemblable. C'est cinglant pour les observations que j'ai pu faire. C'est un rejet motivé, sur la forme plutôt vexant pour l'avocat que je suis, mais s'agissant non pas d'une décision de justice et d'un avis, nous décidons de ne pas considérer cet avis. Cet avis négatif est donc une mauvaise nouvelle qui va malheureusement s'accompagner d'une autre mauvaise nouvelle, puisque le 3 juin 2010, le juge des référés rend sa décision, c'est une ordonnance de rejet de notre demande d'expertise. Pour rejeter la demande d'expertise, le juge administratif dit que la précédente expertise ordonnée par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, cette expertise que nous avions réalisée à Reims, est suffisamment détaillée, qu'elle est claire et qu'elle répond aux questions que les parents pouvaient encore se poser sur l'opportunité de réaliser l'anesthésie nécessaire à l'examen de prélèvement de moelle osseuse de ce myélogramme le 6 mai 2009, et le juge des référés conclut que cette expertise ne laisse aucun doute sur l'absence de faute dans la prise en charge médicale de Julien. Le juge des référés ajoute que l'avis de rejet rendu par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux est un avis parfaitement motivé et justifié. Ainsi, le juge des référés nous invite à saisir, si nous devions aller plus loin, le tribunal administratif en formation collégiale, c'est-à-dire avec 3 magistrats, statuant au fond du droit. C'est la procédure ordinaire, celle que l'on engage et qui peut durer de nombreuses années. À ce stade, nous avons eu un avis négatif de la commission d'indemnisation des accidents médicaux. Nous avons obtenu un rejet de notre demande d'expertise par le juge administratif et entre-temps étaient arrivées aussi les conclusions de l'enquête qui avait été demandée par le directeur de l'Agence régionale de santé. Ces conclusions sont sans appel. Il n'y a pas, selon l'enquête qu'il a diligentée, il n'y a pas de faute dans la prise en charge, il n'y a pas d'infection nosocomiale et donc pas de faute au niveau de la totalité des soins dont a bénéficié Julien. L'expertise est fondamentale. Il nous faut absolument une expertise conduite par un expert indépendant. Ça ne peut pas être le professeur de médecine qui nous a donné cet avis critique et qui met en cause l'anesthésie. Il faut que ce soit un expert indépendant qui conclue à une éventuelle responsabilité du centre hospitalier. Il nous faut cette expertise. Nous décidons donc de faire appel de l'ordonnance de référé et de porter cette affaire devant la Cour administrative d'appel de Lyon. Malheureusement, le 20 octobre 2010, la Cour administrative d'appel de Lyon rejette à son tour et pour les mêmes motifs notre demande d'expertise. À ce stade, beaucoup de parents auraient abandonné, mais pas ceux de Julien. Je les vois de très nombreuses fois et à chaque rendez-vous, je vois ces parents endeuillés qui vont encore tous les jours sur cette petite tombe de leur enfant unique avec cette promesse qu'ils lui ont faite dès le premier jour, trouver, faire éclater la vérité, parce qu'ils sont convaincus qu'il y a un défaut de prise en charge et que cette conviction est maintenant appuyée par cet avis circonstancié de ce professeur de médecine hématologue qui remet en cause la nécessité, le bien fondé et la technique de l'anesthésie pratiquée pour le prélèvement de la moelle osseuse. Lorsqu'il me demande ce que nous pouvons encore faire, j'imagine alors 2 solutions. La première est d'aller au bout de mon idée de départ. Le rapport d'expertise met en évidence une infection qui est le point de départ de la fragilité de Julien, de sa décompensation cardiaque, qui va se manifester au décours de l'anesthésie nécessaire au myélogramme. Et donc je leur dis que selon moi, il faut partir de ce point de départ infectieux, de cette infection nosocomiale, pour faire reconnaître
par le juge administratif, par le tribunal administratif au fond, quelle est la cause du décès. Subsidiairement, nous pourrions, dans le cadre de cette procédure, demander, si le tribunal ne faisait pas immédiatement droit à notre demande, nous pourrions demander une nouvelle expertise qui nous a été jusqu'à présent refusée. La deuxième possibilité que je leur soumets, et je la soumets parce que, au fil de nos discussions, ils se sont posé la question d'aller au commissariat et de déposer plainte contre les médecins. C'est l'orientation pénale. Et lorsque je les reçois avec ce courrier que je leur avais écrit. Compte tenu des éléments dont nous disposons aujourd'hui sur les conditions de réalisation de l'anesthésie et de votre souhait de vouloir faire évoluer ce point, je ne suis pas hostile à ce qu'une plainte soit déposée auprès du procureur de la République pour homicide involontaire. Mes clients sont à la croisée des chemins. C'est à eux de prendre la décision. Cette décision va prendre du temps à venir. Ils vont réfléchir pendant quasiment une année. Une année pleine de réflexion, nous nous rencontrons régulièrement où je vois qu'ils n'arrivent pas à faire ce deuil, que Julien est toujours présent au quotidien. Et je sais qu'ils s'imaginent encore que sans la réalisation de cet examen de prélèvement de moelle osseuse et de l'anesthésie qui a été nécessaire, ils ont la conviction que Julien serait sorti de cette maladie tumorale, de cette leucémie, parce qu'il était combatif et qu'il l'aurait encore encouragé au bord des terrains de foot. Le 18 janvier 2012, les parents de Julien vont décider d'ouvrir un nouveau chapitre à leur quête de vérité. Au cours de ce rendez-vous, ils me confient la mission de déposer plainte en leur nom auprès du procureur de la République pour homicide involontaire. Vous avez écouté Hervé Gerbier raconte, un podcast produit par Victimes et Préjudice Avocats, réalisé par Alcat Media, musique Alon Peretz. À bientôt.